Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur le Mike Show, un podcast où on va avoir la chance d'aborder des parcours super inspirants de personnes qui osent, qui se réinventent, qui repoussent leurs limites. Que ce soit des sportifs de haut niveau, que ce soit des créatifs, que ce soit des entrepreneurs. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont tous un parcours en commun. C'est une histoire à raconter et des expériences à partager. C'est un privilège, un honneur incroyable de recevoir sur mon premier épisode un adversaire, un ami, un frère, quelqu'un que j'ai du mal à le présenter parce qu'il a un parcours extrêmement long, quelqu'un qui a accompli, que ce soit sa carrière de basketteur au très très haut niveau, mais en même temps une reconversion, parce que je parle là de quelqu'un qui a quand même un bachelor en finance. Et simplement pour rapidement parler de sa carrière, il a été 4 fois champion de France, 4 fois All-Star. Il a remporté 2 Coupes de France, il a remporté la Semaine des As. Et j'ai même envie de dire qu'il y a une petite particularité avec Michael Jordan, parce que ce garçon, finalement, toutes les finales qu'il a jouées, il les a quasiment toutes remportées. Mis à part cette finale avec l'équipe ivoirienne en 2009. C'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir parmi nous. Pape Philippe Amagou, comment tu vas ? Très content d'être parmi vous. Un grand merci, Mike, pour déjà cette présentation qui était très élogieuse. Et puis, je suis vraiment content pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis le premier à ouvrir cette série de podcasts, donc c'est un vrai plaisir pour moi. Et puis parce que je suis aussi à domicile, tu sais pas, mais je suis né dans le 78, je suis né à Maisons-Laffitte, donc pas si loin que ça. Et donc c'est un plaisir d'être ici et puis pouvoir participer à cette belle aventure, à ce beau projet que tu lances, qui je suis sûr donnera beaucoup d'inspiration à un grand public. Non, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Pape, ça fait, je te connais depuis l'âge de 14 ans. Maintenant, tu as 40 ans, bientôt tu vas avoir 41 ans au mois de février. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais, ça ne nous rajeunit pas du tout. Mais il y a quand même quelque chose qui est resté particulier chez toi et que moi j'admire particulièrement, c'est ton sourire, mais en même temps ton visage. Tu n'as pas changé. C'est quoi ton secret, Pape ? Alors c'est vrai que souvent on me dit que j'ai gardé les mêmes traits. C'est bien. Après, parfois, on peut dire aussi que c'est un peu moins bien, parce que c'est vrai que dans certains métiers à responsabilité, c'est aussi bien de faire preuve de maturité, en tout cas visuellement, de pouvoir l'affirmer, parce que le visuel est toujours important. Mais voilà, je dirais que peut-être que c'est parce que j'ai gardé la même énergie. Pour moi, l'âge, c'est juste un chiffre. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir au quotidien à faire ce que je fais. Je pense que le fait de prendre du plaisir, ça se voit aussi sur nos traits et dans l'apparence. Et ça peut être aussi une sorte de cure de jouvence, de prendre de bonne énergie, d'avoir la bonne fréquence et toujours prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je reviens rapidement sur ta carrière, parce qu'on est quand même obligé de parler de cette carrière. Tu n'es pas issu d'une famille basketteur, sportive, plutôt académique. Qu'est-ce qui t'a amené dans le basket finalement, Pape ? Alors, le basket, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément issu d'une famille de sportifs de haut niveau. Là, mon père était ingénieur, il a fait de la politique en Côte d'Ivoire. Ma mère avait un cabinet d'assurance. Mes sœurs, aujourd'hui, sont aux États-Unis et travaillent dans des univers divers, mais personne n'est vraiment dans le sport. Alors, comment je suis arrivé au basket ? C'est quand même par ma famille, parce que j'avais 3 grandes sœurs qui ont commencé un peu le basket. Moi, petit, ma mère, mes parents nous laissaient toujours avoir plusieurs activités. On avait droit à tous faire de la musique et tous faire du sport. Et ma grande sœur a fait du piano, mes 2 autres sœurs ont fait du violon, on est 4, donc 3 filles et un garçon. Et moi, j'ai fait un peu de guitare. Et du sport, moi j'ai fait plein de sports. J'ai commencé par le rugby, le karaté, un peu d'escrime, plein de disciplines, touche à tout exactement. Mais j'avais une grande sœur qui s'est mise à faire du basket. Et du coup, voilà, à la maison, un accès aux cassettes, Michael Jordan, etc. Et donc j'aimais bien le basket, mais sans vraiment prendre une licence et en faire vraiment de manière sérieuse. Et un jour, je l'accompagne à un entraînement, et il y a une joueuse qui se fait mal. Voilà, il y a une meneuse qui se fait mal, et la coach me dit tu veux pas terminer l'entraînement parce pour faire le nombre, faire du 5 contre 5, parce que tu veux pas terminer l'entraînement. Donc je termine l'entraînement avec des filles, elles ont toutes 3 ans de plus que moi, parce que ma grande sœur a 3 ans de plus que moi. Et je prends goût, et à la fin de l'entraînement, le coach me dit mais tu te débrouilles pas mal, t'as déjà fait du basket? Je dis non du tout. Elle me dit il y a une équipe de garçons, tu devrais essayer. Et c'est comme ça, je commence par hasard un petit peu à toucher au basket, mais à un âge déjà assez avancé, parce que quand je me suis vraiment mis, je vais avoir 11 ans. Voilà. Oui. Ok, d'accord. Et donc du coup, tu as commencé tes premiers parcours de basketteur. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à continuer ce parcours? Qu'est-ce que tu as aimé dans le basket particulièrement? Parce que voilà, c'est un sport où quand même il faut doter d'un savoir technique, il faut avoir tous les fondamentaux pour pouvoir jouer au plus haut niveau. La concurrence, elle est extrêmement rude. Qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment chercher à faire carrière dans ce sport? Alors,
En réalité, j'ai presque pas eu le temps de vouloir faire carrière que j'ai fait carrière. Parce que j'ai commencé à 11 ans et mes premiers matchs en pro, c'est 16 ans et demi et je finis mon premier contrat à 17 ans. Donc en fait, entre 12 ans et le temps de t'y mettre sérieusement, il s'est passé très peu de temps avant que je devienne professionnel. Mais je vais dire, moi, ce qui m'a en tout cas beaucoup aidé dans ce parcours-là, c'est, je dirais vraiment mon éducation. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents, comme on disait, qui étaient toujours très tournés vers le côté cérébral. Quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Quand on fait quelque chose, il faut le faire avec intelligence. Et c'est vrai que, comme j'ai commencé tard, je dirais le basket, j'ai toujours essayé d'avoir ce côté un peu cérébral, en disant, voilà, si je veux progresser, il faut que je sois intelligent dans ce que je fais. Les autres, souvent, ils ont commencé le basket plus tôt, 6 ans, en baby basket, 7 ans. Et moi, c'est sûr que j'avais un retard sur la partie technique. Mais rapidement, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour progresser plus vite que les autres? Et je pense que ça passe par une certaine façon de mettre de l'intelligence dans tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé, à chaque entraînement, de me demander qu'est-ce que l'entraîneur attend de moi? Pourquoi on fait ces exercices? Ces exercices-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter dans des faits de match? Et je pense que c'est ça qui m'a permis rapidement, en tout cas, de progresser, peut-être de rattraper mon retard et puis pouvoir pas d'en dépasser certains. D'accord. Ce qui est toujours intéressant dans ta manière d'analyser les choses, il y a toujours cette forme de reconnaissance vis-à-vis de tes parents, cette approche intelligente, intelligible, comme tu aimes bien le dire en général. Et je trouve que c'est important parce que ça te permet toujours de mieux te structurer dans tout ce que tu fais et toujours d'avoir une vision en fait à moyen, court et long terme. Et ça, je trouve que c'est assez bénéfique. Mais revenons encore sur cette carrière parce que moi, j'ai eu la chance de jouer contre toi à l'époque à Chalon. On se rappelle tous de cette belle équipe mancèse avec toi, Yannick Bokolo, Alain Kofi, Amarassi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience que tu as pu vivre du côté du Mans? Parce que je sais que tu as une histoire quand même assez attachante avec la ville du Mans, le club du Mans. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Philippe? Alors c'est vrai que ce début de carrière-là, il était vraiment top. J'ai pris, quand j'y pense maintenant un peu avec nostalgie, maintenant qu'on a raccroché les baskets loin des parquets, moi je prends toujours plaisir à me remémorer cette période-là. Moi, je prends ma première licence à Blois, à l'époque, où je joue en U13 et en U15. Ensuite, je me fais repérer par le centre de formation du MSB. Donc, j'arrive au Mans à l'âge de 15 ans, au centre de formation. Et c'est vrai qu'ensuite, tout va très, très vite pour moi. Je fais une année en U18, après une année en espoir, et rapidement, je signe professionnel et je suis intégré avec l'équipe première. Et quand j'arrive avec l'équipe première, j'arrive avec un jeune coach, qui était Vincent Collet à l'époque, qui lui aussi commençait ses premières saisons en pro. Et rapidement, pour essayer de lutter face au Cador du championnat, qui à l'époque était Pau, Lasvel, etc. Vincent Collet quand même, qui était l'ancien coach de l'équipe de France. Hein. Ouais, Vincent Collet qui aujourd'hui, après toutes ces années, est maintenant le coach le plus titré de l'équipe de France, le coach le plus reconnu, peut-être un des meilleurs coachs que la sélection française ait eu de son histoire. Mais à l'époque, il était jeune coach. Et à l'époque, moi aussi, j'étais jeune joueur. Et c'est vrai qu'il s'était beaucoup appuyé sur le centre de formation. Il disait que, voilà, qu'il y avait de la qualité dans le centre et qu'il voulait essayer de faire une équipe qui serait un bon équilibre entre guillemets, une classe qui est issue du centre de formation et des joueurs un peu plus confirmés. Et j'ai eu la chance, moi, voilà, de bénéficier de cette façon de vouloir structurer l'équipe de façon ambitieuse, parce que c'était pas courant forcément de jouer avec autant de jeunes. Moi, voilà, quand je suis lancé dans le grand bain, j'ai 18 ans, 17 ans, je joue déjà 15 minutes, 20 minutes par match avec un vrai rôle. Et c'est vrai qu'avec cette génération-là, avec Bokolo, Kofi et Amarassi, on a presque tout gagné. Voilà, on gagne une Coupe de France. Avec Vincent, on gagne tous nos premiers titres, Semaine des As, Championnat de France. Et c'est vrai que c'était vraiment une belle aventure. Et pour moi, c'était presque une aventure qui n'était pas vraiment le reflet de la carrière professionnelle, parce qu'après, avec 16-17 ans, tu te rends compte qu'on était vraiment une bande de potes. Oui. Que plus tard, et je pense que toi aussi tu l'as vécu, parfois quand on est dans des équipes, on n'est pas tous super potes, on n'est pas tous des amis, mais il y a une relation aussi professionnelle parce que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Et c'est vrai que, on va dire, c'était vraiment une belle parenthèse de commencer la carrière dans un club un club qui est très famille, qui est le club du MSB, et puis en fait en jouant avec mes potes et en gagnant tout avec mes potes, avant ensuite de continuer le reste de ma carrière dans d'autres équipes et dans d'autres carrières. Non, j'avoue, c'est ce qu'on a ressenti aussi du côté du Mans, vraiment ce club familial. Et puis cette belle aventure qui continue toujours avec le Mans. On aura le temps de revenir là-dessus sur cet épisode-là. J'ai envie d'aborder encore d'autres questions avec toi parce qu'il y a tellement de choses au fait à échanger avec toi, Pape. Qu'est-ce que tu retiens de tous les titres que tu as remportés? Est-ce que il y en a une particulièrement qui t'a le plus touché, ou finalement à chaque fois on sait très bien que il y a toujours des histoires différentes avec des clubs différents, avec des gens dans les vestiaires aussi qui sont différents. Voilà, qu'est-ce que toi tu retiens des 4 titres que tu as remportés de championnat de France?
Alors, ils sont tous en effet différents, et tous avec une émotion différente, parce qu'ils arrivent toujours forcément à des moments de vie différents. Voilà, on n'est pas la même personne quand on gagne un titre à 21 ans de champion de France, ou quand on termine par un titre de champion de France en 2018, où là j'avais 33 ans. Oui. Donc tu es à d'autres moments de ta carrière, et c'est vrai que c'est toujours une émotion qui est particulière et différente, et aussi qui est vécue différemment selon la ville et le club où tu te trouves. Oui. Moi, je me rappellerai que si je dois citer les titres les uns après les autres, le premier titre que je gagne, il est vraiment structurant pour moi, parce que je vais dire, il m'a aidé dans la suite de ma carrière à construire une carapace. C'est important qu'on est sportif de pouvoir avoir cette, entre guillemets, cette carapace qui permet un petit peu de savoir se protéger et gérer les différentes émotions qu'il y a dans une carrière de basketteur. Absolument. Il y a des hauts, il y a des bas. Absolument. Et ce premier titre-là, il arrive dans un contexte qui est particulier. C'est que ça fait plusieurs années où le MSB est toujours top 2, top 3 du championnat. Oui. Mais on n'arrive jamais en play-off à gagner. Voilà. Nous, on a une particularité dans le sport, c'est que tu peux faire une bonne saison régulière, mais à la fin, tu as les playoffs, c'est sur un mois à peu près. Et c'est là, au fait, où tu dois être dans le momentum, être fort pour pouvoir gagner le titre. Tu peux finir 8e et être champion de France. Tu peux finir premier et te faire éliminer au premier tour. Absolument. Donc c'est vraiment ce côté-là où il faut être bon. Donc nous, plusieurs saisons avant, on n'arrêtait pas de performer, mais en playoff, dans la dernière ligne droite, on se faisait sortir. Et cette année-là, à l'inverse, on termine, je crois, par 4 ou 5 défaites. Dont une dernière à Antares, au Mans, où on termine en se faisant huer presque par notre public, parce qu'on fait vraiment un mauvais match, on est vraiment dans une mauvaise passe, oui. Et on démarre les playoffs sur ça. Les playoffs démarrent, on joue contre Bourg-en-Bresse, défaite encore. Donc on est au dos au mur. La prochaine défaite, c'est à la maison et c'est terminé. Et on termine une saison vraiment qui est très compliquée. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Le président, Vincent Collet, il décide de complètement changer la hiérarchie de l'équipe. Ils disent on va démarrer qu'avec les jeunes. Ils mettent dans le 5 majeur, moi, Alain Kofi, Yannick Boukolo, moi, on a 21 ans à l'époque. Et sur le banc, ils mettent des stars comme Jermaine Geiss, qui était vraiment le gros contrat du club, etc. Limite, ils n'ont plus rien à perdre, quoi. Ils disent, quitte à perdre, on va perdre avec les jeunes du club, on va tout changer, et puis on y va comme ça. Et la seule consigne, c'est vous défendez le plomb, et vous mettez toute l'énergie que vous avez. Et ça, il fallait avoir du culot pour le faire, à ce moment-là. Il fallait avoir du culot pour le faire, mais honnêtement, je pense aussi que si on avait joué avec comme on le faisait, on allait perdre. On était dans une dynamique tellement négative que dans tous les cas, on allait perdre. Il fallait tenter quelque chose. Et ce coup de poker-là, il est gagnant. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on gagne tous les matchs. On sweep tout le monde. On sort Bourg-en-Bresse. On sort Lasvel avec le désavantage du terrain. On sort le Grand Pau à l'époque avec le désavantage du terrain. On arrive en finale et on gagne. À Bercy, devant tous nos supporters. Et à partir de là, on est sacré champion de France. On est reçu à la mairie, etc. Et là, je vois au Mans... Allez, j'ai pas envie de dire le nom, mais des milliers de personnes heureuses qui nous envahissent, qui nous embrassent, qui disent on savait que vous pouviez le faire. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui, oui. Un mois et demi avant, nous avaient hués. Bon, c'est un peu l'histoire du sport. C'est un peu l'histoire du sport, mais au fait, j'ai pris conscience de ça à 21 ans. Et je me suis dit, à partir de maintenant, je me promets une chose, c'est que si je gagne, je ne serai jamais trop haut dans ma tête. Je vais essayer de toujours me dire, ok, t'as gagné, mais la chute peut arriver, parce que c'est le sport. Il y a des hauts et des bas. Et je me suis dit, si je perds, même si on me hue ou si je suis critiqué dans la presse, je me dirais, non, je suis jamais le plus nul, je suis pas la merde qu'on me dit. Je serai quand même à un niveau milieu où je me dis, voilà, il faut être toujours tempéré. Et je pense que ça m'a accompagné tout au long de ma carrière, où je me suis dit, il faut toujours avoir une stabilité, que ce soit dans la performance ou dans l'échec. En réalité, tout ça, ça fait partie d'un parcours. Et c'est le cheminement, en réalité, qui compte, plutôt que la réaction, les émotions immédiates. Non, je rejoins complètement ce que tu dis, parce que finalement, c'est quelque chose qui nous accompagne même dans notre quotidien, tous les jours. Le sport, c'est en général une parallèle avec la vie de tous les jours. Donc, cette stabilité émotionnelle, de ne pas être trop haut, trop bas, on la retrouve à chaque fois. Et ça te ressemble parfaitement. J'aborde un autre débat avec toi. C'est quoi ce sourire là? Parce que, je sais que tu es quelqu'un, tu es toujours dans l'anticipation, tu as toujours une projection dans tout ce que tu fais. Est-ce que pour toi, jouer pour la Côte d'Ivoire a été vraiment une vraie fierté pour toi? Ou est-ce que finalement, tu aurais voulu jouer pour l'équipe de France? Comment ça s'est matérialisé pour toi? Comment ça a été la démarche un petit peu? Parce que voilà, je sais que tu es issu de la double nationalité. Raconte-moi un petit peu. Alors, c'est vrai que c'était une autre époque. À l'époque où je prends la décision de jouer pour la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas les fenêtres internationales comme il se passe aujourd'hui. Oui. Donc à l'époque, quand tu voulais avoir une sélection en équipe de France A, c'était vraiment la sélection entre guillemets en fin d'année, où quand il y a tous les joueurs NBA Euroleague qui arrivent, et là on fait la sélection. Moi à mon époque c'était comme ça. Donc j'avais une seule sélection avec les A. J'avais jamais fait de compétition officielle, et donc j'avais la possibilité encore de basculer sur une autre nationalité.
Et à ce moment-là, j'ai eu un choix un peu compliqué qui s'est fait. Parce qu'il faut savoir que moi, j'aurais pu jouer pour 3 sélections. Donc en jeune, j'ai joué pour l'équipe de France, en U15, en cadet, en junior, en moins de 20. Exactement. Oui. Et quand je suis arrivé là, avec une seule sélection avec les A, je me suis dit, j'aimerais bien jouer. Et j'ai été sélectionné, contacté entre guillemets par les sélections sénégalaises, parce que ma mère est sénégalaise, et la sélection de Côte d'Ivoire. Donc j'avais un choix à faire. Et donc j'avais le choix entre ces 3 sélections, en me disant, est-ce que je décide de continuer pour essayer de trouver un spot derrière Tony Parker, qui était le meneur vedette, et puis après on était plein de meneurs à 5, 6, 7 meneurs à prétendre à une seconde place, ou bien je fais le choix d'aller jouer pour une sélection africaine, de la sélection d'origine de mes parents. À ce moment-là, la sélection la plus dominante et le choix qui est presque le plus facile à faire, c'est jouer pour le Sénégal. Forcément, parce le que Sénégal, sur le plan africain, c'est... À cette époque-là, la Côte d'Ivoire est une petite nation. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dominé, ils sortent même pas des poules en Coupe d'Afrique. Et le Sénégal, au contraire, se qualifie. Ils ont 4-5 joueurs NBA, des pivots de grande taille. Et au contraire, ils ont un vrai déficit à la main. Et donc, ils ont besoin, moi, sur mon poste de jeu, d'un meneur en réalité, qui permettra de pouvoir cadrer et amener cette équipe-là au plus haut niveau. Et j'hésite beaucoup. Et j'explique ce choix-là à ma mère. Ma mère qui se mêle jamais du côté sportif. Très rarement. Elle se mêle jamais du côté sportif. Elle m'a donné 2 conseils. Peut-être qu'on parlera du premier conseil avant. Mais c'est la deuxième fois où elle me donnait un conseil sur ma carrière. Et elle me dit, joue pour la Côte d'Ivoire. Même si c'est une plus mauvaise sélection, joue pour la Côte d'Ivoire. Même s'ils ont moins de potentiel, ça serait une belle façon de rendre hommage à ton père. Et moi, mon père est mort quand j'avais 10 ans. Et elle me dit, je pense que ça serait une fierté pour lui de voir le nom Amagou sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Et elle me dit, fais ce choix-là. Pourtant, elle est sénégalaise. Elle aurait pu dire, joue pour le Sénégal. Wow. Donc, je fais le choix pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Et puis après, comme on dit, le reste, c'est l'histoire. Hein. Bien sûr. Je joue avec la Côte d'Ivoire. Dès la première compétition, on fait pas plus que sortir des poules. On va en finale, on perd contre l'Angola de quelques points. Et puis après, je suis élu dans le meilleur meneur d'Afrique, dans le meilleur 5. Absolument. Et du coup, c'est une vraie fierté. Et puis après, je me permets je joue une CAN devant mon pays, en Côte d'Ivoire, devant la famille de mon père et tout ça. Et ça aussi, c'était d'autres émotions. Bien ils viennent en tenue traditionnelle, ils viennent me prendre dans leurs bras et je vois vraiment la fierté dans leurs yeux. Et pour moi, ça, c'est une vraie fierté d'avoir pu jouer pour la sélection. Déjà, jouer pour l'équipe de France, le pays de naissance, où je suis né, où j'ai été formé, et puis d'avoir pu redonner aussi pour la Côte d'Ivoire, avec le lien là historique avec ma famille. C'était vraiment un vrai bonheur de pouvoir aller avec la Côte d'Ivoire faire la première victoire de la Côte d'Ivoire dans une Coupe du Monde. Ça aussi, c'est des choses qui marquent dans une carrière, et je pense que c'est une notion même supérieure à ce qu'on peut vivre en club, qu'on peut jouer comme ça pour le pays d'origine de ses parents, et puis son pays de cœur et de naissance qui est la France. Absolument, c'est un bel hommage en tout cas que tu as rendu à ton papa. Je trouve que vraiment c'est inspirant, et puis surtout d'écouter sa maman en fait, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui écoute ses parents, et il y a toujours ce côté chez toi de reconnaissance, de hiérarchie, et pour moi c'est important de souligner ces aspects-là. Est-ce que pour toi la fin de ta carrière, la transition, c'était juste un épilogue pour toi? Est-ce que tu avais déjà anticipé un petit peu tout ça? Parce qu'au début d'émission, j'ai parlé de ce bachelor en finance, tous les postes que tu occupes aujourd'hui, que ce soit en tant que manager, consultant sportif. Tu travailles également pour la boîte Capgemini. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça un petit peu, Pape? Alors, moi, souvent, on me pose la question, on me demande d'intervenir par rapport à ma reconversion sur des conférences ou bien des échanges avec parfois aussi des jeunes joueurs dans des centres de formation, pour parler un peu de cette transition qui est toujours délicate à aborder pour des sportifs. Bien sûr. Moi, je l'avais anticipé. Mais ce qui est bien, et puis ça m'étonne pas. Mais c'est ça le plaisir de la vie, c'est que même quand tu anticipes, au fait, tu as toujours des surprises. Je m'étais dit dans ma tête, je vais jouer jusqu'à 35 ans. Ouais. Okay, et puis après, je basculerai dans quelque chose de complètement différent. Parce que, pour être franc, moi, j'avais toujours eu l'ambition, en tout cas, de sortir un petit peu de l'écosystème du sport. Je m'étais dit, il y a plein de métiers nobles dans le sport. On peut devenir agent, directeur sportif, arbitre, président de club, etc., agent de joueur. Mais je m'étais toujours dit, en tout cas, voilà, j'aimerais bien avoir un autre challenge un peu intellectuel et puis sortir un peu de cet écosystème du sport pour voir aussi ce qui se passe dans l'écosystème du travail classique. Donc, j'avais anticipé. Toujours cette volonté aussi de repousser tes limites, hein, c'est tout toi ça. Ouais, après je pense qu'il faut s'écouter. On ne peut pas aller contre nature. Hein, tu vois, donc, et puis souvent, parfois les sportifs, on a un peu peur de sortir du monde qu'on connaît, dans le monde dans lequel on est à l'aise, parce qu'on s'est mis au sport de haut niveau depuis qu'on est petit. Et c'est vrai que c'est plus rassurant en tout cas de rester dans ce qu'on sait faire. Oui. Et parfois aussi, on a un petit doute sur nos propres limites en se disant, est-ce que je serais capable de faire autre chose? Cette crainte-là, j'avoue que moi en tout cas, je l'avais pas. En tout cas, j'avais envie en tout cas de voir ce qui se faisait.
Et donc, j'ai anticipé, j'ai repris mes études en milieu de carrière, où voilà, moi, j'avais jamais pu finaliser mes études en présentiel, même quand j'avais eu mon bac scientifique et je m'étais inscrit en fac de sciences éco-humaines, j'avais besoin, voilà, de trouver un programme adapté, en tout cas, au double projet sportif. Et c'est ce que j'ai trouvé. De plus en plus maintenant, hein, ce qui se fait de plus en plus. À l'époque, c'était un peu plus rare, mais c'est vrai que maintenant, ça se fait de plus en plus. Et c'est là où moi, j'ai entendu parler de l'EDEC Business School, qui proposait, moi, j'étais intéressé par la finance. Donc, je cherchais quelque chose d'élite dans la finance. Et on m'a dit, l'EDEC Business School, c'est top 2 en France, notamment pour la finance. Ils ont un programme Grandes Écoles Master qui est adapté aux sportifs de haut niveau, qui permet d'avoir tous les cours en distanciel. Et tous les 3 mois, tu passes tes partiels sur un campus comme n'importe quel étudiant, et ça c'était important pour moi. Je voulais un truc en ligne, mais je voulais pas un truc qui se fasse full en ligne, je voulais un truc qui soit adapté à ma vie de sportif, à l'exigence en termes de timing, de temps, de gestion du temps, mais qui me permette en tout cas de passer mon partiel comme n'importe quel étudiant. Et ça c'était vraiment important pour moi. Et du coup, je suis rentré. Avant de te laisser finir, est-ce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas important pour tous les enfants finalement d'avoir des projets comme ça adaptés à leur profil, parce que des fois on essaie de mettre tout le monde un petit peu dans la masse, mais des fois on a besoin aussi d'adapter les projets. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, toi ? Je pense qu'il faut toujours faire du sur-mesure. Aujourd'hui, dans une casquette que j'ai où j'accompagne des cadres, des managers, des entrepreneurs ou bien des athlètes sur la partie coaching en performance, moi ce que j'aime bien c'est toujours me détacher de la théorie. Éviter de faire des choses déjà, j'ai envie de dire standardisées, parce qu'en réalité on a tous notre propre personnalité, on a tous notre propre vécu, comme disent les Américains, on a tous notre propre background. Tu vois pas la vie par rapport à ce que tu as vécu toi, Mike, comme moi je la verrai par mon passé. Absolument. Et ça permet si tu veux te projeter sur un avenir qui t'est adapté, tu es obligé de faire du sur-mesure dans le présent. Donc moi j'essaie toujours d'avoir cette démarche où je me dis faut faire du sur-mesure dans l'accompagnement, dans la relation avec les personnes, parce qu'on a tous des identités diverses, hein, et puis c'est ça qui fait notre charme à chacun. C'est notre force. Exactement, notre richesse, c'est notre force. Donc voilà, j'essaie toujours de me dire, faut faire du sur-mesure et accompagner en tout cas par la personnalisation. Non, c'est très très intéressant, en tout cas pour tous les parents, pour les gens qui disent que devenir sportif de haut niveau c'est un frein. Là vous avez devant vous un exemple de quelqu'un qui a accompli à la fois sa carrière au très très haut niveau et puis en même temps qui a réussi une reconversion qui est juste incroyable. J'ai envie de revenir aussi sur un aspect mental, parce que finalement pas l'aspect mental, on parle tous de l'aspect mental. Le mental c'est quelque chose qui nous touche à la fois dans la vie de tous les jours, dans le sport. Est-ce que tout le monde devrait s'intéresser davantage à ça? Moi, je pense que le mental, pour moi, c'est la clé de tout. Je pense qu'en réalité, le mental, c'est ce qui te permet en tout cas de pouvoir initier l'action. Je fais toujours la corrélation entre le mental, les émotions et le physique. Pour moi, s'arrêter juste au mental, c'est pas suffisant. Le mental, c'est un premier pas. Il faut avoir le bon état d'esprit, la bonne pensée positive. Mais pour moi, ça doit à la fin se terminer par un passage à l'action. Si tu restes uniquement sur le mental, en réalité, c'est pas suffisant. Donc moi, aujourd'hui, quand j'accompagne des gens en termes de coaching, j'essaie toujours de leur parler d'alignement et de leur dire qu'en réalité, on a 3 corps en nous. On a un corps qui est le corps physique, celui qu'on connaît tous, bien sûr. Voilà, qui est là, présent dans le temps et dans l'espace. On est ici, à ce moment-là, et dans ce cadre magnifique, donc il n'y a pas de sujet. Mais on a aussi un corps qui est psychique, donc l'émotion. Voilà. Et celui-là, ce corps-là, il est dans le présent. Aujourd'hui, j'ai une émotion que je ressens maintenant tout de suite, mais il n'est pas forcément dans l'espace. Okay. Absolument. Et puis on a aussi ce corps qui est mental, donc avec la pensée. Et ça, c'est magique de travailler sur le mental, parce qu'en réalité, ta pensée, elle peut être dans le passé, tu peux penser à quelque chose de futur ou quelque chose de présent. Donc tu es ni dans le temps ni dans l'espace. Et en réalité, c'est quand tu as cet alignement-là que tu es le plus performant. Si tu veux avoir la quintessence de ta performance, il faut que tu sois aligné avec ton mental. Ta pensée, elle doit être positive, saine et te permettre d'être proactif. Tu dois être à l'aise avec tes émotions. Voilà ce que tu ressens, ton psychique. Et c'est là où tu peux être dans des actions positives, des actions impactantes et qui te permettent ensuite d'atteindre tes objectifs. Donc moi, j'ai toujours ce côté-là où j'essaie de vraiment être aligné. Donc entre le mental, ta pensée, ton psychique, tes émotions, et tes actions et ton corps. Voilà. Moi, quand j'entends tout ce que tu es en train de dire, ça sonne tellement vrai et c'est tellement la réalité. Et pour moi, c'est important vraiment que tout le monde arrive à accéder à ce genre de pratique et puis de s'interroger davantage sur ces questionnements-là, parce que c'est quelque chose qui t'aide finalement chaque jour de ta vie, au fait, qui te construit et qui te permet toujours d'aller de l'avant.
J'ai envie de parler de quelque chose, peut-être que tu vas nous éclaircir là-dessus, mais on parle toujours du basketball français, on parle de son développement depuis sur ces 5 dernières années. Je trouve que le basketball français a changé un petit peu d'horizon, que ce soit à travers les clubs français qui sont représentés en Euroleague, que ce soit Monaco, Lasvel, Paris Basket, les équipes nationales. Récemment, on a vu les 2 derniers choix de draft avec Victor, Rizaché. On voit vraiment un bel engouement autour du basketball français, mais j'ai quand même l'impression que malgré tout ça, on n'arrive pas à diffuser les matchs de basket correctement, on n'arrive pas à avoir un vrai engouement autour du basket, même si le nombre de licenciés a énormément augmenté. Comment tu pourrais nous éclaircir par rapport à cette problématique, parce que je trouve que le potentiel il est infini en France. Non, le potentiel, il est incroyable. On le voit. Je pense que les joueurs français ont une particularité en Europe. Je pense qu'on est les joueurs les plus à même, en tout cas la formation française, est celle qui sort les joueurs qui sont capables de jouer dans tous les championnats. On le voit, c'est les joueurs français qui sont le plus à même de jouer dans tous les championnats, que ce soit le championnat turc, espagnol, Italie, on peut jouer en Euroleague. On voit qu'on est le plus grand contingent de joueurs en NBA, et ça doit être une vraie fierté. On voit que l'équipe nationale ces dernières années a plutôt eu des super résultats. Voilà. Et souvent, parfois, on fait un peu la fine bouche, on se plaint un petit peu parce qu'on a raté pas mal de médailles et le coche. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs nations qui nous envieraient en termes de résultats. Absolument. Après, le basket français, on a un souci, même si on voit que la Ligue nationale, la Fédé, essaie d'y travailler de plus en plus, on a vraiment un problème de visibilité. Oui. Et plusieurs fois, je pense que le basket français a raté des coches. Je pense par rapport au titre de champion, déjà le titre de vice-champion olympique déjà en 2000 à Sydney. À l'époque, à l'époque de Laurent Ciara, Rigaudot, Djibilba, Moussonko, etc. Je pense qu'il y a eu un souci déjà de visibilité là-dessus. On a raté un virage. On n'a pas su se mettre en lumière et capitaliser sur cette performance qui était historique à l'époque, face à l'équipe des États-Unis en finale. C'est déjà pas un peu le cas là déjà ? Avec tout ce qui s'est passé avec Monaco, l'équipe de France. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est aussi cette réalité-là. Et je pense que c'est là où le basket français doit être vigilant. On a une belle vitrine avec, on parlait des joueurs, Victor Wembanyama qui était numéro 1 de la draft, avec Rizaché qui l'a emboîté le pas, mais je pense à Alexandre Sarr, plein de jeunes qui sont NBA. Mais au-delà de ça, aussi même la qualité des joueurs qui sont aussi aujourd'hui en France, dans le championnat de France ou qui jouent en Euroleague. Je pense à Sylvain Francisco, à Nadir Rifi, à plein de profils comme ça en plus qui ont une certaine personnalité. Oui. Donc c'est là où on doit être capable, au fait, de basculer aussi dans un aspect business, marketing, ou comment on arrive à vraiment valoriser sur ces talents-là pour mettre en lumière notre sport, parce que tout y est, le talent est là. Et maintenant, je pense que ce qui manque aussi, c'est aussi une histoire de mindset et puis de capacité, en tout cas, à pouvoir mettre en lumière notre sport. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, en tout cas, sont présents. Et c'est vrai que c'est parfois un peu déchirant de voir les problèmes de diffusion du basket français qui, pourtant, caracole en tête, ne serait-ce que dans les résultats en termes de licence. On voit un vrai engouement, en plus aussi avec le 3-3. Donc, toute cette mise en visibilité-là, il faut être capable de s'appuyer dessus pour créer un vrai engouement qui se traduira par des contrats signés avec des publicitaires, avec du naming, et puis aussi avec, bien sûr, des chaînes télé, des diffuseurs, parce qu'aujourd'hui, l'économie, c'est le nerf de la guerre du sport de haut niveau. Bien sûr, bien sûr. Donc finalement, on est dans un système beaucoup trop fédératif que corporatif, alors. Oui, et puis souvent, je pense qu'on oublie de se dire que, on va le voir, on va peut-être en parler avec la NBA qui arrive, oui. On oublie de se dire qu'aujourd'hui, le sport a changé de vision. De dimension. De dimension. Le sport, aujourd'hui, est un vrai véhicule financier, qui attire aussi des diffuseurs, des investisseurs qui, eux, pensent déjà à investir dans l'equity, dans le capital des clubs, et qui pensent aussi à leur sortie parce qu'ils veulent valoriser leurs actifs. Et en fait, il faut être dans sans dénaturer la nature du sport. C'est là où l'équilibre, il faut le trouver, en gardant ce côté sportif qui fait aussi ce qui est apprécié dans les zones rurales, locales. Je pense à des clubs comme Limoges, Cholet, etc., qui sont des petites villes, mais où il y a un gros attachement à la valeur du sport. Mais il ne faut jamais oublier ce côté business-là, parce que si nous, on l'oublie, il y a d'autres disciplines qui seront plus visibles que nous. Je pense par exemple au beau travail que le fait le rugby, on le voit, qui est très visible aujourd'hui. Oui. En termes de licenciés, le basket n'a rien à envier. Et puis en termes de spectacle, je pense qu'on a un sport qui est très audiovisuel. Mais par contre, il va falloir que les clubs de plus en plus arrivent à se structurer comme des vraies entreprises qui sont aussi là pour faire du business, de la rentabilité et pour attirer d'autres investisseurs qui permettront d'avoir un meilleur produit, des meilleures équipes encore plus qualitatives. Peut-être un petit peu à l'image d'un endroit que tu connais très bien, Blois par exemple, qui a construit un concept magnifique
qui leur a coûté quasiment 6 millions, je crois. Est-ce que finalement, c'est pas aussi le développement du basketball français passe pas aussi par là? Je sais que l'année dernière, il y a 2 ans, Teddy Riner disait que la France n'était pas un pays de sport. Mais moi, je pense qu'il faisait plutôt référence à ce genre de choses-là. C'est-à-dire que le vivier en France, la mixité de la France donne énormément de possibilités, mais en réalité, on manque d'infrastructures, on manque de professionnalisme, tout simplement. Et je crois que des projets comme Blois, il faut le souligner, et il faut davantage de projets comme ça. Parce que quand on va aux États-Unis, des salles comme ça, on en vole partout. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, on compare avec les États-Unis, mais on est vraiment clairement à des années-lumière en termes de savoir-faire business par rapport au sport. Pour eux, le sport, c'est un vrai business. Je pense qu'il y a deux choses. Quand Teddy Riner, il dit qu'on n'est pas un pays de sport, ça avait choqué certaines personnes. Oui. Mais moi, je le rejoins. Je rejoins dans quel point? C'est que le sport, en tout cas, est presque toujours la dernière roue du carrosse. On ne se rend pas compte des leviers que le sport peut apporter. Le sport, par exemple, est toujours mis derrière la culture, derrière l'art, derrière la musique. Oui. C'est bien de faire du sport, c'est très bon pour la santé, mais entre guillemets, dans l'imaginaire de tout un chacun, on se dit quand même que voilà, c'est que des sportifs. Voilà. Et ça, moi, j'ai beaucoup entendu de ma reconversion en basculant dans l'autre monde. Tu vois. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a ce vrai sujet-là. Au lieu que, par exemple, je donne un exemple, tu vas regarder un match de Première Ligue en Angleterre. Tu peux voir l'ouvrier assis à côté du médecin chirurgien qui est assis à côté de l'avocat. Et au fait, ils sont tous debout, en tribune, debout, en train de pousser leur club. Et il n'y a pas de ce côté de dévalorisation, tu vois, par rapport au sport. Bien sûr. Tu vois, donc, qu'on ne trouve pas dans tous les avis, en tout cas. Oui, c'est ce côté-là où là, je suis d'accord. Après, par rapport à... Ça rejoint ce qu'on se dit par rapport à la façon de voir ce que c'est qu'un club sportif. Moi, je me rappelle, très tôt, j'avais été voir ma famille aux États-Unis. Et on était allé au Staples Center. Et je suis allé au Staples Center un jour où il n'y avait pas match. Les Lakers n'étaient pas là, les Clippers n'étaient pas là. Et j'ai été choqué, mais j'étais adolescent. Choqué de voir qu'en réalité, mais ça fait du cash toute la journée. Ouais. 7 jours sur 7. Parce que les gens vont au Staples Center, qui est la salle des Lakers et des Clippers, mais pas pour regarder un match de basket. Ils peuvent y aller parce que j'ai envie d'aller manger une glace. J'ai envie d'aller au restaurant. J'ai envie d'aller acheter des vêtements. J'ai envie d'aller au cinéma. J'ai envie d'aller jouer aux jeux vidéo. En fait, c'est constamment en train de faire de l'argent, parce qu'au fait, c'est tout sauf uniquement une salle de basket. Absolument. Tu peux aller passer juste un bon moment, comme disent les Américains, un entertainment, et sont tout le temps très très forts dans tout ce côté, comment je rentabilise ma salle, absolument. Comment j'en fais tout le temps en fait quelque chose qui va générer du revenu complètement décorrélé du résultat sportif ou bien de l'impact du sport. Et ça m'avait vraiment marqué. Et c'est vrai que c'est des modèles qui sont en train d'arriver maintenant de plus en plus en France, dans le championnat de France. Blois, qui est une petite ville, qui ne peut pas avoir le sponsoring ou le naming ou attirer des investisseurs comme par exemple une ville comme Paris et le Paris Basket, et ben ils sont en train de se réinventer pour avoir des modèles économiques et de pouvoir être compétitifs en se disant je crée un complexe avec un restaurant, avec des salles de conférences, avec une interaction avec les entreprises et tout mon écosystème régional et local pour pouvoir gérer d'autres revenus. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ces revenus-là, ils sont constants et sont complètement décorrélés, que le club soit 5e, 2e, en première division, en élite ou en Betclic élite. Tu auras toujours ces revenus-là parce que tu as travaillé à créer d'autres sources de revenus qui te permettront d'être compétitif in fine après, et que ça se retraduira sur le terrain avec une équipe sportive qui accomplira des bonnes performances. Du coup, c'est une belle transition avec la NBA qui va arriver et là où on se pose la question sur l'équilibre entre cette marque NBA quand elle va arriver. Est-ce qu'elle va, elle va tout arracher justement sur son parcours? Est-ce qu'on va arriver à trouver un équilibre entre les clubs avec les municipalités qui investissent dans le sport comme tu as pu le dire avec Limoges, Boulazac, Cholet, des clubs comme ça. Est-ce qu'on va arriver à trouver un équilibre là-dessus? Parce que n'oublions pas quand même que l'Euroleague, avant c'était une guerre où c'était des clubs qui avaient de l'argent et finalement qui sont venus et se sont mis dans cette posture. Donc quelque part, plus tu as de l'argent, plus tu as de la force aussi. Est-ce qu'on va arriver à trouver un équilibre avec la NBA qui va arriver en Europe, qui va déposer cette marque? Moi, j'ai quand même du mal à croire que la NBA va essayer de laisser les autres exister. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, on sait que c'est acté, on sait que la NBA va arriver. Après, il y a énormément encore de zones d'ombre, que ce soit opérationnel ou bien légal ou bien même économique. Il y a encore beaucoup de sujets d'interrogation qui n'ont pas été encore levés. Maintenant, après, oui, je pense qu'il faudra trouver un équilibre. Parce que déjà, ne serait-ce que pour les premières parties prenantes, qui sont pour moi les fans,
Il faudra que tout le monde puisse s'y retrouver. Je pense qu'il y a certains endroits où, peu importe qu'il y ait la NBA ou pas, eh ben, ils auront toujours envie de voir du basket au niveau local, de voir ce qui existait aujourd'hui. On parle de Boulazac, on parle de Limoges, de Cholet, etc. Ces genres de villes, entre guillemets, de taille moyenne, ils sont toujours attachés. Et je n'ose pas croire que parce qu'il y aura de la NBA Europe, eh ben, les Choletais ou les Limogeaux ou les Palois iront plus voir leurs clubs locaux. Pour moi, ils auront toujours envie, en tout cas, de regarder ce basket-là, de consommer, entre guillemets, si on peut parler de produits du basket local, territorial. Maintenant, après, c'est vrai que la NBA, quand ils arrivent, il y a un vrai savoir-faire. Il y a un vrai savoir-faire, comme on le disait, en termes de business, d'économie. On a vu des tickets d'entrée où on parle de franchise avec des tickets d'entrée à 100, 200, 400 millions. Parce qu'en réalité, eux, ils ont vraiment cette notion-là toujours de rentabilité économique. Et peut-être que ça a aussi poussé tout le monde à travailler vers le haut. On le voit en France avec des plus gros budgets, déjà aujourd'hui avec des clubs comme Monaco, Paris, et ça pousse tout le monde à avoir des budgets plus hauts. Monaco, c'est un cas qui est particulier parce que c'est un investisseur qui vient mettre de l'argent. Ouais. Mais, et puis c'est aussi le cas de beaucoup de clubs en Euroleague qui performent à ce niveau-là. Mais est-ce que le système français avec la fiscalité permet de faire ce genre de choses-là? C'est aussi des questions qu'il faut aborder parce que tu le sais très bien, Pape. Quand tu vas en Italie, en Espagne, en Turquie, tu arrives à avoir des contrats mirobolants, mais ici en France, tu peux pas avec la fiscalité. Est-ce que ça, c'est pas aussi un frein aussi dans le développement du basketball français? Alors moi, ça, j'ai toujours cru que c'était un frein d'avoir cette fiscalité-là. C'est sûr que quand un club espagnol, alors je vais grossir le trait, en faisant des gros, si un joueur à qui ils veulent donner 20, ils ont une enveloppe de 20 pour lui, ils lui donnent 17 et ils ont 3 de taxes. Je sais pas si c'est vraiment ça les échelles, mais à peu près. Et si quand tu as une enveloppe de 20 en France, tu peux que donner 10 à un joueur parce que tu as 10 de taxes, c'est sûr que le joueur il ira plutôt dans le championnat espagnol et c'est sûr que ça fait pas les affaires du basket français. Maintenant, après, on a vu aussi avec le modèle qatari, alors je compare pas complètement au modèle NBA dans le sport du foot, on voit qu'ils ont réussi quand même à établir un club ici avec des gros contrats. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie manne financière derrière, mais ils ont réussi aussi à être très rentables. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Paris, la ville lumière, attire toujours aussi un certain sponsoring. Donc il faudra regarder comment ces franchises-là arrivent entre guillemets, à créer le modèle économique qui va être pertinent. Mais là-dessus, j'ai presque moins de doutes pour la NBA Europe parce que je pense que c'était préparé en amont avec les NBA Games. Ça fait très longtemps que c'était dans le cahier, que c'était dans les plans et dans l'axe de pouvoir se développer là-bas. Et la NBA, quand ils arrivent quelque part, c'est parce qu'ils ont déjà tâté le terrain. Ils savent très bien qu'il y a un vrai marché de croissance pour eux. Et pour eux, je pense que ces modèles économiques-là, ils seront rentables pour eux. Moi, l'interrogation, c'est plutôt comment ça va survivre avec l'existant. Comment l'Euroleague, l'Eurocup, la BCL, comment ça va être attribué tout ça? Est-ce qu'il y aura un système de draft? Quelles seront les règles? Est-ce que ce sera des règles NBA dans un championnat européen avec du coup les équipes vont basculer? C'est un petit peu brumeux en ce moment. Il y a rien qui est défini. Bien sûr. NBA, ils ont fait aucune annonce officielle. Et puis on ne sait pas vraiment ce que les équipes Euroleague veulent faire parce qu'on sait que même entre elles, parfois il y a une sorte de solidarité. Et puis il y a certaines équipes Euroleague qui disent oui, je resterai avec vous, on est solidaires, mais quelque part on sait que ça y a des tractations et des discussions aussi en coulisses avec la NBA Europe. Donc c'est vrai que ça a fait un peu grincer des dents et ça laisse de l'incertitude à ce que sera le basket de demain. Mais moi, d'un avis d'observateur assidu, je regarde ça aussi avec beaucoup d'excitation. J'ai envie de voir ce que ça va devenir cette NBA Europe là. Voilà, pour moi, la machine est lancée. On n'arrête pas l'innovation et quand ça commence comme ça, on sait forcément que ça va se réaliser et puis on sera aux avant-postes et aux premières loges pour aller regarder ce que ça donnera, j'en suis sûr, Mike. Clairement. En 3 mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Wemby? En 3 mots, Wemby, licorne. J'ai envie de dire licorne parce que c'est un joueur qui est incroyable, c'est du jamais vu. J'ai envie de dire travail parce que c'est un joueur qui est très travailleur. Il est talentueux, mais on voit qu'il est tout le temps en recherche de progresser. Et puis j'ai envie de dire unique dans son approche qu'il a de la performance. Il n'hésite pas à aller chercher d'autres conseils dans d'autres disciplines, mais parfois qui n'ont même rien à voir. Il est très porté sur le mental, la méditation. Il n'hésite pas à discuter. Hyper curieux. On l'a vu jouer aux échecs. Et tu vois, je trouve qu'il a une personnalité qui est atypique. Qui est atypique. De tous les sportifs, je trouve, dans sa globalité. Et je trouve qu'il apporte aussi une fraîcheur. Pourquoi ? Parce que souvent, les basketteurs, ou bien les sportifs français, je vais rester dans le basket, c'est ce que je maîtrise le mieux. Je trouve que même quand ils étaient draftés haut, ils manquaient d'un certain charisme et rayonnement qui attirerait les marques. Là où les Américains, ils sont très forts pour ça.
où ils sont capables d'aller chercher, comme ils disent, de l'endorsement, parce qu'ils ont des personnalités, des prises de parole, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, leur façon de communiquer fait que tu attires les marques. Absolument. Et souvent, nous, on a eu des basketteurs qui le faisaient, mais avec parfois entre guillemets, des profils un peu trop lisses. C'est un petit peu dû à l'éducation aussi. C'est l'éducation, bien sûr. C'est l'éducation en France, où on a aussi une éducation un peu plus lissée, où voilà, il faut être plus dans l'humilité, un peu moins extravagant. Là où les Ricains, au contraire, les Américains, c'est ce qu'ils mettent en avant. Est-ce que c'est l'extravagance ou simplement reconnaître qui tu es ? Parce que c'est aussi ça la différence. Il y a une phrase que j'aime bien de Thierry Henry, il dit si tu me dis est-ce que je peux mettre 10 paniers à 3 points d'affilée, je te dis non, mais tu me dis est-ce que je peux mettre autant de buts que je peux, je te dis oui. Est-ce que finalement ça c'est de l'arrogance ou c'est simplement reconnaître ses qualités et qui on est tout simplement ? Je dirais que c'est plutôt l'angle de vue. Si tu regardes ça d'un angle de vue français, parfois c'est pris par l'arrogance rapidement. Quelqu'un qui affirme un peu trop sa capacité à faire, un peu trop sûr de lui, c'est pas dans nos mœurs. Et c'est vrai que parfois on peut le prendre pour l'arrogance. Mais si tu regardes ça de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple aux États-Unis, au contraire, c'est pas du tout de l'arrogance. Ils vont voir ça plutôt comme une forme de confiance, d'affirmation, et ça va plutôt valoriser dans ton discours. Moi, je me rappelle quand je faisais les workouts là-bas, j'avais un coach qui me disait. Tu dois toujours être un petit peu, comme disent les Ricains, un peu caqué, tu vois, un peu sûr de toi. Et ils disent que ton talent, ou bien ta capacité à faire, elle est là, mais tu dois être coquille un tout petit peu plus. Parce que c'est ça qui va te tirer à travailler plus, parce qu'une fois que tu as parlé, tu dois l'assumer. Donc eux, ils aiment bien ce côté un peu, je suis sûr de moi, tu vois. Ce côté où le gars, il prend 5-6 tirs, même s'il les a ratés, il n'a pas peur de prendre le prochain tir. He's not scared to take the next shot. Ils aiment beaucoup ça, tu vois. Et c'est vrai que ce côté-là est plutôt valorisé. Là, nous, au contraire, on va dire plutôt, écoute, sois un peu plus dans l'humilité, fais d'abord et après on verra. Donc, tu vois. Et c'est vrai que c'est deux approches un peu différentes et qui parfois desservent nos joueurs qui vont là-bas, où ils ont un profil un peu plus lisse, même en interview, jamais trop de vagues, au lieu que c'est ce que les marques cherchent, c'est ce que les Américains cherchent. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire aussi ce travail-là dans l'accompagnement de nos jeunes talents, en disant quand tu vas être là-bas, il faut être capable aussi d'avoir une personnalité, de pouvoir communiquer dans tes réseaux pour créer une communauté, et puis quelque part, ton personal branding est important. Comment tu es capable de te valoriser, parce que ça te donnera des revenus additionnels à ta carrière de sportif. Absolument, absolument. J'ai tellement pas envie de finir cette émission, mais malheureusement, elle arrive bientôt à sa fin. Philippe, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces jeunes qui nous regardent, qui aimeraient faire du sport de haut niveau, des gens aussi qui se posent la question sur le fait que si tu fais du sport de haut niveau, tu ne peux pas accomplir le double projet, c'est-à-dire réussir les études et après d'avoir une après-carrière. Qu'est-ce que tu peux leur dire là-dessus ? Alors moi, je vais leur dire un truc très simple, c'est qu'en réalité, moi, j'ai rien d'exceptionnel. Et c'est vrai que parfois, quand on me dit, ouais, t'as un parcours, etc., tu fais plein de choses. Aujourd'hui, t'as été sportif de haut niveau. Aujourd'hui, t'es consultant en stratégie dans le domaine de la finance. En même temps, t'es intervenant, conférencier, coach en performance, etc., et puis consultant pour la TV. En réalité, tout ça, pour moi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai envie de leur dire qu'ils n'ont pas de limite en réalité, à part celles qui s'opposent à eux-mêmes. Et la réalité, c'est qu'en réalité, quand tu comprends que tu dois être dans la discipline, dans la résilience, dans l'ambition pour pouvoir atteindre tes objectifs, en fait, t'as juste pas de limite. Il faut jamais, moi, je leur dis toujours de viser très très haut. Je pense que, alors souvent on dit sky is the limit en anglais, donc faut viser le ciel. Moi, je dirais même faut viser même le soleil, parce qu'au pire, tu tombes dans la voie lactée et t'es toujours très haut. Donc voilà, Absolument. Moi, je leur dirais, il y a rien d'impossible et c'est pas juste des mots, c'est une vérité. Et j'en suis la preuve, parce que comme je le disais, j'ai rien d'exceptionnel, mais néanmoins, ça passe par la discipline, par avoir une vision, par avoir de la constance, de la motivation, et puis pour pouvoir mettre tout ça en place. Voilà. Donc je leur dirais, allez, visez la lune, visez le soleil, visez le plus haut possible, et parce qu'en réalité, vous avez un potentiel qui est illimité. Je finis sur cette belle citation qui t'appartient particulièrement. Sky is the limit, limitless, donc potentiel infini. Donc vous avez très bien entendu ce qu'il a dit, Pape. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Et en tout cas, c'était vraiment super, franchement. J'ai passé un super moment. Content d'avoir été le premier à inaugurer, à lancer ce nouveau podcast et cette nouvelle émission. Et puis qui sait, peut-être que tu me rappelleras pour la centième, la 200e, pour l'anniversaire en tout cas de cette émission. Et ça serait avec un grand plaisir que je reviendrai pour pouvoir échanger avec toi et ton public. Merci à toi, Pape. À bientôt. Ciao, ciao.